Euh, On y va. Donc, il est 12h30. On va commencer. Je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer d'abord un peu le contexte et puis ce premier épisode d'une série qui va se dérouler sur plusieurs semaines, qui s'appelle donc le cycle Mo Talks, soutenu par Madines, Hello Tomorrow, Make Sense et School Lab. Et l'idée, en fait, c'est de s'inspirer d'expériences hors normes, extraordinaires, sur lesquelles il y a eu des jeux collectifs, et pouvoir donc observer ça et imaginer à la fois ce qui se passe, enfin, avoir des clés de lecture pour ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout commencer à travailler sur ce qui pourrait se passer demain, donc les jours d'après, ou le jour d'après, comme on l'entend de plus en plus en formulation. Valia va vous proposer sur la conversation un certain nombre de liens qui sont des liens à la fois sur par exemple, on va parler de l'étude à un moment sur laquelle travaille Christian, et on vous mettra le lien de l'étude, on vous mettra le lien d'adaptation et de différentes sources, ce qui devrait faciliter. Et puis, on va diviser ce talk en 4 chapitres. Donc, c'est un peu original, mais je laisse le teasing sur les 4 chapitres. On va diviser donc le talk en 4 chapitres d'à peu près 20 minutes, 15-20 minutes, avec 5 minutes de questions de Q&A à la fin de chaque chapitre. Et pour éviter que ça soit trop cacophonique, posez vos questions sur conversation. Valia va les sélectionner et en posera elle 2 ou 3 après chaque moment. Dernière chose, donc on vous a tous normalement mutés. Et si ce n'est pas le cas, veillez à ce que vos micros soient bien fermés, s'il vous plaît, puisque encore une fois, on va atteindre plus de 150 personnes sur ce talk. Et puis, le talk est enregistré, donc il sera disponible sur la page Facebook de Moho. Et le prochain talk qu'il va y avoir, je le dis tout de suite pour que vous puissiez vous réserver. J'ai un petit problème logistique avec certains qui ont des enfants. Moi, j'ai un petit chien qui gratte. Donc, le prochain talk sera avec le biologiste et professeur au Collège de France, Gilles Boeuf. Et il abordera le sujet du jeu collectif dans la nature. Comment est-ce que les animaux, la biodiversité réagissent collectivement à des situations de stress intense. Et ce sera jeudi 9 avril à 18h. On vous enverra le lien sur Make Sense à la fin de la conversation avec Christian. Voilà pour l'introduction. Merci beaucoup, Christian, ah, d'être avec nous aujourd'hui. Et peut-être commencer par merci, courte c'est un plaisir. présentation. Peut-être commencer par une courte introduction. Qui êtes-vous, Monsieur Claude? Claude. Et là, ça bug. Ah, eh bien, écoutez, Est-ce que Christian, vous m'entendez? voilà, c'est Ah, bon. je suis. Non, c'est bon. Ouais, Ouais, il y a tu es des de bugs retour. parce que Internet est très occupé dans toute la rue là. Moi, je mène des expéditions de recherche sur la capacité humaine d'adaptation depuis maintenant pas mal d'années. J'ai créé un institut de recherche qui s'appelle le Human Adaptation Institute, dont le but est clairement d'essayer de comprendre comment l'humain réagit, fonctionne quand il est soumis à des changements profonds, des crises. Et donc, malheureusement pour nous aujourd'hui, ces études qu'on mène d'habitude sur des groupes assez restreints, hein, de quelques dizaines, centaines de personnes, se trouvent être pour pratiquement 8 milliards de personnes sur la planète aujourd'hui. Donc, on est dans une situation assez particulière. Et donc, tu avais fait une étude en particulier sur, si je me souviens bien, sur les évolutions du cerveau et la manière dont les neurones les neurones peuvent s'adapter, en fait, comment le cerveau s'adapte à des situations qui sont imprévues. Et donc, tu as fait des expéditions individuelles puis des expéditions collectives. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur déjà les premiers retours d'études que vous avez faits? Oui, la méthodologie pour étudier les crises, en fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'il est rarement possible d'étudier une crise pendant sa survenance. On attend souvent la fin et vécu et puis essayer de déterminer comment on s'est adapté, comment on pourrait faire
souci qu'on a avec ça, c'est que, et vous le savez sans doute pour vous, mais quand vous êtes en mémoire d'une situation, vous avez oublié et vous, volontairement, vous mettez de côté un certain nombre de données, un certain nombre d'informations que le cerveau ne veut pas ou ne peut pas se rappeler. Et donc, on n'a pas une idée de ce qui se passe. Donc, pour pouvoir compléter nos travaux sur les crises qu'on mène sur plein de systèmes différents, on a monté des expéditions de recherche où on est confronté à des situations pendant une trentaine de jours environ, un peu plus, pendant lesquelles on peut vraiment mesurer un certain nombre de données, puis surtout faire des IRM avant et après. Allô? On a un petit problème de son quand même. Permet ce qui se passe exactement dans votre cerveau. Personne ne peut passer dans une machine l'IRM et puis l'IRM donne des images, donne un certain nombre d'informations, mais on ne peut pas le faire en live. Okay. Juste petite, excusez-moi, c'est vraiment lié à la technique. Effectivement, il y a une proposition là de peut-être que si on est certain à couper la photo, le visuel, la vidéo, ça va permettre d'avoir une qualité de son meilleure. Donc, si vous pouvez le faire, voilà, comme ça peut être pas mal. Et on reprend. Couper toutes les vidéos. On va avoir 2-3 minutes pour arriver à se mettre bien en route. OK. Voilà. Christian, tu es toujours là? Ouais. Ouais, on a cette chance. Alors, je vais avoir deux systèmes en même temps. Je ne sais pas comme ça, au moins, si jamais ça coupe, je passerai sur le deuxième. On a cette chance d'avoir effectivement une vision de comment le cerveau évolue. Jusqu'à un certain point, il faut bien voir que c'est des données qui sont extrêmement complexes à obtenir. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, une trentaine de jours soumis à des conditions complexes, c'est qu'il y a bien des modifications physiologiques du cerveau et qu'il y a bel et bien un certain nombre d'événements qui se passent qui vont fixer des nouvelles contraintes de savoir ou au contraire faire disparaître un certain nombre de données dans le cerveau qui va provoquer la création de masse. Alors, création de masse, c'est des neurones, des synapses, c'est tout ce qui va autour, ou la destruction de certaines masses. Donc, il y a bien une activité cérébrale très forte lorsqu'on est soumis à des changements. Ça m'invite à faire une petite parenthèse là-dessus avant d'aller beaucoup plus loin, mais il faut bien comprendre ça, puisqu'il y a une modification dans le cerveau, une modification de masse quand on est confronté à des systèmes aussi complexes qui nous demandent beaucoup de changements, et nous sommes toutes et tous aujourd'hui confrontés à cette quantité de changements hallucinants. On a tous été confrontés du jour au lendemain presque à un confinement, à une modification. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que votre cerveau il travaille à fond là. Et donc, comme il est en train de générer un certain nombre de capacités, de neurones, de synapses, de choses, puis de transformer, d'aller chercher en lui toutes les informations qu'il a, de les proposer différemment, de les adresser où le cerveau a beaucoup travaillé et il est fatigué, obligatoirement. Et on entre dans ça, c'est ce qu'on observe dans les crises qu'on a dans les cas de confinement qu'on a pu observer. On est dans ce moment où on cite sérieusement à descendre en capacité parce qu'on a une fatigue cognitive profonde qui s'est créée sur ces premiers jours. C'est maintenant qu'il faut se protéger le plus possible en reposant son cerveau autant qu'on le peut. Ce que tu as pu voir, toi, Arnaud, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, attends. Vous m'entendez? Donc, ce que je voulais savoir, c'est, toi, tu as vécu des expériences, c'est le premier chapitre en fait, de ce talk, tu as vécu des expériences de confinement individuelles, en étant toi, évidemment, dans des zones particulières, mais avec ton équipe qui était un peu plus loin, mais tu as vécu également des zones de confinement assez fortes. Comment est-ce que réagit le collectif dans ces moments-là? Est-ce qu'il y a des nouvelles règles qui se créent? Comment est-ce que des gens qui sont dans des situations de vie ou de mort, parce que c'est un peu ça les situations que tu as vécues, comment est-ce que tu vois les réactions de chacun et les places de chacun en collectif? Oui, il faut bien distinguer déjà les types de confinement dont on parle. Il y a vraiment basiquement, il y a deux grandes sortes de confinement. Nous, on distingue 5 niveaux de confinement différents, mais en gros, il y a deux grands ordres. Il y a des confinements qui sont prévus et volontaires, des confinements qui sont imprévus et non volontaires. Clairement, un confinement qu'on a prévu, qu'on a préparé pour lesquels on est volontaire, n'est pas du tout similaire à un confinement qu'on n'a pas prévu. Et nous, on est dans ce cas-là, et en plus qui est involontaire. Néanmoins, les courbes ne sont pas si éloignées, elles sont simplement différenciées dans le temps. Globalement, quand on entre dans un confinement au début,
ou en tout cas une période de crise aussi complexe qu'un confinement tel qu'on le vit aujourd'hui, il y a les premiers jours où, tout simplement, et on l'a vu, il y a une sorte de réorganisation globale, il y a une forme d'euphorie, il y a d'ailleurs des sécrétions potentiellement de différentes hormones, hein, dopamine, endorphine et tout ce qui va autour, parce que tout simplement, il y a une forme d'excitation, même si on n'est pas content de ce qui arrive, par le fait que tout est nouveau et qu'il faut se réinstaller. Et le cerveau, il aime bien ce qui est nouveau. Donc, il est finalement pas forcément mécontent à la base de devoir générer quelque chose et de trouver des solutions. Et ensuite, par contre, suivant le type de confinement, si c'est un confinement volontaire, on va se mettre dans un mode de fonctionnement qu'on a prévu à l'avance, qu'on a organisé à l'avance. Alors qu'un confinement involontaire comme le nôtre va demander dans un premier temps de réorganiser un système de fonctionnement. Et pour certaines et certains, ça va être de se laisser complètement aller, de plus s'habiller, voilà. D'autres, ça va au contraire d'être très rigoureux, d'organiser sa journée comme si c'était un système militaire. Et clairement, si on est en société, si on est en groupe, il n'y a pas de miracle. Comme on est soudainement 24 heures sur 24 ensemble, et même pour les couples ou les familles qui vivent aujourd'hui un confinement, vous l'avez sans doute vu, il y a une grande différence entre se voir le soir, le matin, et puis être séparés la journée, par exemple, parce que l'un ou les deux vont travailler, que d'être 24 heures sur 24 au même endroit, de devoir combiner le travail de l'un et le travail de l'autre, de devoir gérer les tâches qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de gérer. Donc, il faut réorganiser tout ça. Et il faut se mettre un deal commun. C'est obligatoire. S'il n'y a pas un deal commun dans un système de confinement, même les plus durs, à un moment donné, vous êtes en opposition et non pas en fonctionnement. Et ça, c'est extrêmement favorable que de se dire, OK, il faut qu'on ait une organisation quotidienne. Et même quand on est otage, hein, même quand on est, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu d'une manière assez courte, heureusement, mais s'il n'y a pas dans le petit groupe qui est dans une pièce une décision commune d'organisation, il est quasiment impossible de s'en sortir par le haut parce que l'autre devient presque l'ennemi, même si c'est quelqu'un qu'on aimait à la base. Donc, l'organisation est nécessaire. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'on peut avoir tendance, et c'est normal, et il n'y a pas de honte à ça, à d'abord se recentrer un peu sur soi. C'est-à-dire qu'en gros, d'abord, face à un confinement, on l'a vu d'ailleurs, les gens, le premier réflexe, c'est comment je me protège. Donc, est-ce que j'ai assez à manger? Est-ce que j'ai assez à boire? Est-ce que j'ai, alors ça c'était le gag du jour, mais assez de papier de toilette, mais dans un sens, ça montre bien aussi ce besoin qu'on a de se protéger, de créer, de préserver l'espace de vie qu'on connaît bien. Et dans cette volonté de se protéger un peu, on peut oublier un peu l'autre et oublier de considérer ses besoins, de considérer ce qu'il est, que ce soit l'autre à côté de chez nous dans la pièce, que ce soit les autres en dehors et leurs différences de confinement, les gens qui sont plus fragiles que nous, au contraire les gens qui le vivent mieux. Et on a un deuxième réflexe, et on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est de comparer sa situation à celle des autres. Est-ce que ma situation est meilleure ou moins bien? Et généralement, on la trouve moins bien que celle des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose il faut faire très attention parce que ça nous place dans un fonctionnement cognitif de déni, finalement, par rapport à ce que vit l'ensemble au profit de ce qu'on vit nous-mêmes. Et là, on se met en danger parce qu'une crise, elle a une définition sur laquelle on n'a jamais vu d'exemple contraire. Et si quelqu'un peut m'en citer un jour un, je serais ravi. Une crise ne se résout jamais positivement, en tout cas pour l'ensemble de ses membres, lorsqu'il n'y a pas de collectivité de fonctionnement. Donc, on va devoir créer une collectivité de fonctionnement, une solidarité de fonctionnement, ou alors on va détruire beaucoup. Et donc, pour la créer, il faut considérer non pas seulement ce qu'on est nous, mais aussi ce que sont les autres. Et ça, c'est une étape qui va devoir venir généralement dans un temps 2, voire 3 du confinement. Mais d'abord, il faut passer par une deuxième étape intermédiaire, qui est celle qu'on va vivre aujourd'hui, là, maintenant. C'est l'étape de la fatigue, où on a beaucoup donné pour préparer, se mettre en état de ce confinement. Et puis maintenant, il va falloir apprendre à se reposer, à prendre du plaisir, à retrouver un fonctionnement, un rituel collaboratif, pour qu'on puisse justement passer à l'étape numéro 4, qui va être qu'est-ce qu'on construit avec tout ça. Est-ce que, avant de passer les premiers pas du jour d'après, est-ce que dans les expériences que tu as vues, toi, en des expériences de confinement ou de groupes isolés, est-ce que tu as vu des gens qui se sont vraiment affirmés, découverts? Est-ce que tu as vu des leaders naître? Est-ce que tu as vu des situations un peu originales qui t'ont surpris? On voit les deux.
On voit les deux. On voit des personnes alors qu'on les pensait potentiellement solides, peuvent craquer très vite. On voit des personnes qui ne donnent aucun signal d'alerte et qui tout d'un coup, d'une minute à l'autre, craquent complètement parce qu'elles ont trop pris sur elles. Et on voit à contrario effectivement des personnes qui vont être capables de mieux gérer cette situation, de mieux la prendre sur elles et puis de la dépasser plus rapidement. Tout le monde, sans exception, je pense, au début d'une grosse crise, d'un confinement, un moment de stupéfaction. On parle d'ailleurs de stupeur de crise. La question, c'est combien de temps va durer cette stupeur et combien de temps on est capable de la juguler et de la dépasser pour commencer à considérer la situation pour ce qu'elle est. La stupeur, elle a un problème, c'est qu'elle ne considère pas la situation, elle considère sa personne dans la situation et comment j'essaie de me placer là-dedans. Donc, elle n'est pas efficiente pour aider le système à s'améliorer. Elle est d'abord efficiente pour se positionner, nous, dans le système. Pour les personnes qui sont capables très vite de dépasser ce cap, ben, ça va souvent être les personnes qui vont commencer à prendre les choses en main, plus ou moins adroitement d'ailleurs. Et puis des gens ne vont pas tout à fait le dépasser, voire même rester dans quelque chose d'incompréhension. Donc le deal, le compromis qu'on a dans la vie de tous les jours entre notre personne et le système qui nous entoure est rompu, puisqu'on est en désadaptation, à savoir qu'on n'est plus capable de comprendre complètement ce qui est en train d'arriver. Et donc on est en lutte permanente pour essayer de trouver une solution dans quelque chose qu'on ne comprend pas et sur lequel on n'a pas de maîtrise. Et là, c'est terriblement délétère pour le cerveau. Il y a une fatigue énorme qui se crée et qui va le faire petit à petit sombrer. Et c'est pour ça que tout d'un coup, il y a des gens qui craquent. Alors, pour certaines personnes, il y a des signaux préalables. Pour d'autres, il n'y en a pas du tout. Et c'est là que ceux qui vont mieux, ceux qui ont mieux réussi à dealer avec cette situation, doivent être très attentifs aux autres. Et je précise là-dessus, il n'y a pas de... Alors, il y a des gens mieux entraînés, des gens mieux préparés, mais enfin, il n'y a pas une prédisposition absolue, c'est-à-dire qu'en fonction de votre état, si vous étiez très fatigué à l'entrée du confinement, vous aurez plus de mal à le gérer, par exemple. Si vous aviez beaucoup de problèmes préalables, ça va être plus difficile, ou au contraire, ça va vous donner un nouveau sens. Donc, il faut faire attention au jugement. On ne sait pas vraiment qui est le mieux capable de résister. Ce qu'on sait quand même aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont eu l'habitude préalablement de beaucoup devoir transformer leur vie, dans le sens général du terme, et donc souvent les femmes aujourd'hui résistent mieux à l'initiale d'un temps comme celui-ci parce que tout simplement, elles ont, ou des personnes, il y a aussi des hommes heureusement, ont plus l'habitude d'avoir dû faire des compromis. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et ça montre peut-être d'ailleurs une différenciation sociale qu'on va devoir corriger dans le futur. Est-ce que tu as eu, pour finir sur cette partie-là, est-ce que tu peux nous raconter une histoire ou quelque chose que tu aurais vécu et qui illustrerait ce que tu viens de dire? Oui, bah, je vais pas aller, je vais pas aller entrer dans les détails, mais un des deux confinements, enfin, un des trois confinements les plus particuliers que j'ai vécu, enfin, sans parler du côté otage, parce que je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment un jour de tempête où on s'est pris une tempête qui a duré 13 jours de suite. 13 jours, c'est pas forcément très long, mais quand vous êtes dans une tempête avec du vent en permanence, dans une petite tente à trois, alors que vous avez à peine la place pour deux normalement, et que si un des trois doit bouger, les deux autres doivent bouger avec, vous êtes dans une contrainte assez intéressante, en plus avec pas forcément la nourriture que vous voulez, des difficultés à faire de l'eau. Donc voilà, c'est 13 jours où tout d'un coup, on a été confronté pratiquement d'une heure à l'autre à l'arrivée de la tempête qui a duré de manière exceptionnelle pendant 13 jours. Et là, on a vu tous ces chapitres du confinement se créer entre le début, tout ce que je viens de vous raconter. Et c'est d'ailleurs cette situation-là qui m'est arrivée en 2004 avec une autre situation qui m'est arrivée en 2001, qui m'a donné envie de monter ce groupe de recherche, cet institut de recherche sur l'adaptation, parce que j'avais vu des choses assez terribles, assez difficiles à comprendre à ce moment-là, et puis aussi qui ont été confrontées dans d'autres types qui ne sont pas vraiment des confinements au sens physique intérieur du terme, mais que j'ai observé après des tsunamis ou des tremblements de terre, dans des moments de grand drame, où finalement le confinement ne vient pas de l'état physique, mais de l'état mental concret. Et là, j'ai vu des réactions aussi qui m'ont beaucoup surpris, comme justement des gens qui essayaient d'occulter complètement ce qui s'était passé pour recréer une vie totalement, alors que toute leur maison était abattue autour d'eux et ils essayaient de prendre le thé comme si de rien n'était, avec les cadavres autour d'eux. Et ça, voilà, c'est des choses qui m'ont vraiment frappé dans la réponse que nous sommes, que notre cerveau donne quand on est confronté à ce genre de choses et de comment on peut peut-être aujourd'hui mieux se servir de ces événements pour préparer les gens à être plus adaptables à ces situations.
Complètement. Et la suite de comment dire, après le confinement, ce qu'on va appeler le jour d'après, t'explique en fait que une fois que ce confinement est terminé, il ne faut pas brusquer les étapes, il faut avancer pas à pas. Oui, moi j'ai une petite inquiétude aujourd'hui. Enfin, une inquiétude, c'est pas le terme, mais j'ai un signal d'alerte qu'il faut bien voir. C'est que il faut comprendre que dans notre situation aujourd'hui, le confinement n'est pas la crise. Le confinement est une crise, mais c'est d'abord la conséquence de la crise globale provoquée par le Covid-19. Et ça, je crois qu'il faut vraiment l'avoir en tête, c'est-à-dire que nous, beaucoup de monde attend la fin du confinement, avec peut-être l'idée que ce sera terminé une fois qu'on aura le droit de ressortir et de reprendre une vie, entre guillemets, normale. C'est un peu plus faux dans le cas présent, c'est-à-dire que la fin du confinement va marquer une étape dans cette crise globale provoquée par ce virus, qui touche aujourd'hui, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est unique quasiment dans l'histoire de l'humain, de l'humanité et du monde, puisque pour la première fois, on a, depuis ce matin à 7 heures, avec les nouvelles restrictions de certains pays annoncées, on a 50% de la population mondiale confinée à l'intérieur de sa maison. 50% de la population mondiale et 62% qui sont dans des situations de restriction profonde. C'est quasiment unique. Ça veut dire qu'on est là face à quelque chose qui touche bien au-delà, évidemment, de notre personne, de la France, de l'Europe, qui touche l'ensemble d'un système et qui va donc devoir prendre du temps pour se résorber. Tout est impacté, que ce soit l'économie, ça c'est sûr, le système de santé, évidemment, beaucoup plus que les autres aujourd'hui, mais ça va se résorber quand les choses vont commencer à se calmer. Mais tout simplement, le deal social que nous avons entre les pays, c'est questionné. L'environnement est aujourd'hui remis en question, puisque tout le monde dit c'est génial ce confinement, on est en train de protéger l'environnement parce qu'il y a moins d'activité. C'est pas faux. Il y a effectivement des marqueurs d'un environnement moins impacté grâce à moins de CO2. N'oublions pas qu'aujourd'hui, une centaine de pays ont commencé à déclarer qu'ils ne respecteraient plus les accords de Kyoto, les accords de Paris, et pour l'Europe, beaucoup de pays aimeraient se dégager du Green Deal qui avait été accepté par tout le monde pour pouvoir reprendre et revenir à un taux économique identique avant. Donc ça veut dire que pendant un temps, on risque de faire exploser tous les marqueurs écologiques qu'on connaît. Donc tout ça, ça nous invite à vraiment réfléchir à ce qu'on veut pour l'après-crise, pour l'après-confinement, puis l'après-crise. Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Et je suis très méfiant de ce moment où tout d'un coup, on va sortir, on se dira, ah, c'est fini, c'est génial, je peux me jeter dessus. Donc vraiment, il faut considérer ce temps comme un temps où on doit repenser notre manière d'envisager le futur et bien comprendre une chose, que je pense que tout le monde comprend intellectuellement, mais pas encore physiquement dans son intellect et dans sa chair, c'est que ce qu'on avait avant ne sera plus jamais totalement vrai après. On doit accepter qu'on va devoir vivre un peu différemment et changer un certain nombre de choses et qu'on ne retrouvera pas tout à fait ce qu'on avait avant le début de cette crise. C'est important de l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire que ce sera moins bien, ça ne veut pas dire que ce sera même avec moins de confort ou de capacité de vie, mais ça veut dire que ça va devoir être réfléchi. Et c'est là que j'appelle vraiment au deal collaboratif, au deal de solidarité, que de vouloir aujourd'hui arrêter peut-être, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, c'est vrai, il y a certainement eu des erreurs, il y a eu des défauts, mais ça a été vrai dans tous les pays du monde, excepté un ou deux. Peut-être aujourd'hui, on doit passer le cap de à qui c'est la faute de quoi, pour rentrer dans un cap où on va devoir essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et là, on a tous un rôle. Toutes et tous, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le gouvernement seul qui va devoir prendre ces décisions. Et c'est vrai pour aucun gouvernement du monde, à part les gouvernements les plus totalitaires. C'est l'ensemble de nous toutes et tous qui devons aujourd'hui nous poser la question de ce qu'on est prêt à faire. Qu'est-ce qu'on est prêt à changer? Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner peut-être ou à créer pour construire quelque chose de différent? Si personne n'est prêt à changer quelque chose dans sa vie par rapport à ce qu'il y avait avant, ben évidemment, rien ne changera et le gouvernement pourra continuer de faire ce qu'il veut à sa manière. Si on est toutes et tous prêts à faire un certain nombre de pas et à les énoncer, à les questionner, à les mettre en œuvre concrètement, eh bien oui, on fera évoluer les choses. Mais c'est un vrai travail qui doit commencer maintenant et pas une fois qu'on commencera à sortir de la crise. Merci Christian. Quelques questions pour rebondir. Alors, il y a une question d'Émilie qui dit sur l'idée du confinement et peut-être même du jour d'après, qu'on l'a beaucoup entendu aussi. Pourquoi est-ce que c'est principalement les femmes qui sont plus adaptées et qui peuvent, on va dire, l'idée un peu ce qui peut se passer demain?
Alors, je ne dis pas que ce sont principalement les femmes. Je dis qu'aujourd'hui, le constat dans la plupart des périodes de crise, c'est qu'effectivement, les femmes, pour une raison qui n'est pas sympa à la base, hein, mais qui ont souvent plus subi de contraintes, plus subi d'interdits, plus subi de devoir s'adapter, changer quelque chose pour faire en sorte de fonctionner dans un monde qui, dans beaucoup de cas, les rejette. Je ne parle pas forcément spécifiquement pour l'Europe, même s'il y a beaucoup, beaucoup à faire en France et en Europe, mais il y a d'autres pays encore plus durs que les nôtres. Et finalement, elles ont pris une forme d'habitude de gérer des situations où elles doivent louvoyer avec une réalité qui n'est pas la leur, mais dans laquelle elles doivent pouvoir quand même fonctionner. Et finalement, un problème comme celui qu'on vit aujourd'hui, c'est une contrainte de plus, dans un certain sens. Certes, une grosse contrainte, un truc énorme, mais enfin, voilà, c'est une contrainte. Elles ont l'habitude de gérer des contraintes, peut-être plus que beaucoup d'hommes qui se sont, encore une fois, je ne fais pas de généralité pays par pays ou des gens qui écoutent ici, mais qui se sont un peu habitués trop longtemps à ce que ce qu'ils veulent faire se fasse et ce qu'ils décident se fasse. Aujourd'hui, on ne décide pas pour le virus, on ne décide pas pour le climat, on ne décide pas pour la crise et on va devoir gérer avec cette problématique. Et donc là-dessus, effectivement, les femmes partent avec un coup d'avance. Ce qui ne veut pas dire que les hommes sont perdus. Hein. Il y a évidemment beaucoup d'hommes qui le font, puis on va devoir tous se réhabituer, mais il faut admettre aujourd'hui ce coup d'avance de beaucoup de femmes sur la planète et il faut les écouter conséquemment. On doit les écouter tout le temps, et on doit écouter tout le monde tout le temps, mais concrètement, dans ces périodes-là, certainement encore plus que d'autres. Une question de Marilyn. Est-ce qu'il y a des méthodes ou des techniques épurées pour rendre plus adaptables les individus? Alors, c'est oui et non. Oui, évidemment. Aujourd'hui, on comprend mieux les mécanismes cognitifs qui président au moment où on est confronté à quelque chose de très nouveau, à une crise. Moi, c'est vraiment le travail que je vais faire avec Human Adaptation Institute. C'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a initié depuis maintenant 2005, puis on crée vraiment l'Institut en 2014 spécifiquement, c'est de dire si on comprend mieux comment les humains réagissent et comment ils fonctionnent dans un cadre de crise et quels sont les impacts cognitifs, physiologiques, psychologiques, psychiatriques, au contraire des générations de qualité. Qu'on n'est pas capable d'anticiper les crises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup d'idées, trop d'idées, qu'on doit attendre la crise pour réagir et fonctionner. Et c'est vrai qu'on est très bon en tant qu'humain dans les temps de crise, vraiment très bon. On l'a prouvé à maintes reprises de l'histoire. Mais c'est un peu dommage de devoir chaque fois attendre une crise pour commencer à se dire qu'on va apprendre. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui capable, non seulement avec une meilleure compréhension du système adaptatif humain, de lui enseigner, de le préparer, mieux gérer les éventuelles crises, être plus réactif par rapport à elles, mais surtout, et c'est quand même le but majeur du travail qu'on doit mener aujourd'hui dans ce contexte, c'est comment éviter la survenance de crise. Mais pour ça, ça demande des changements de paradigme. Au-delà de, c'est une adaptation seulement. Je réagis et je suis résilient par rapport à un événement passé, il faut l'être, hein, et Boris Cyrulnik l'a très bien décrit à plusieurs reprises. Mais cette résilience aujourd'hui doit se basculer sur le mode adaptatif, à savoir être influent sur ce futur. Et quand je parle d'influence, évidemment pas de détruire encore plus, mais c'est faire en sorte de réduire la survenance des futures crises. On peut le faire, j'en suis intimement persuadé, on en a les moyens, ça passera par l'éducation. Il y a des techniques en partie que très peu de pays aujourd'hui mettent en œuvre dans le système éducatif, que certaines entreprises commencent à mettre en œuvre dans la formation continue, et nous, on va vraiment continuer à le faire. Et si je dois vous en donner une seule, parce qu'il y en a évidemment plusieurs, puis c'est un groupement de beaucoup de choses, mais une qui déjà fait vraiment ses preuves, c'est un seul mot, c'est la curiosité. En gros, le cerveau, quand il est confronté à quelque chose de nouveau et qu'il n'a pas de l'extérieur d'informations supplémentaires pour résoudre le problème, il va chercher en lui tout ce qu'il peut pour reconstruire, un peu comme des Legos, hein, si on devait être vulgaire, une nouvelle connaissance. Il va remodeler quelque chose pour pouvoir donner une réponse qui est la plus adaptée à la situation qu'on lui propose, face à laquelle il n'a pas de solution initiale. Et bien pour faire ce schéma-là, pour construire ce système, il faut avoir suffisamment de diversité dans le cerveau pour pouvoir le faire. Si vous n'avez qu'une seule et unique connaissance parfaite et absolue, elle est géniale face à une situation qui correspond à cette connaissance,
mais elle ne vaut plus rien face à une situation qui ne correspond pas à cette connaissance. Et c'est là que la curiosité, la capacité d'avoir eu plusieurs centres d'intérêt, je ne vais pas vous en donner, vous en avez plein, le fait d'être ici et le fait de s'intéresser au webinaire, à tout ce qui se passe en ce moment, ça développe énormément la curiosité. Et ben, c'est une des clés, parmi plein d'autres, mais une des clés qu'on peut mettre en œuvre facilement. Pas mal de questions qui sont groupées sur la même thématique. C'est est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'actions qu'on a fait hier et qui ont donné de mauvais résultats et qui pourraient être faits demain pour ces fameux jours d'après, des actions positives? Alors, des actions qu'on faisait demain et qu'il faudrait plus faire aujourd'hui au sens large du terme ou spécifique? A priori, spécifique, enfin, si tu as des illustrations. Non, la première illustration, je pense que la première qu'on va devoir changer, et ça n'a aucune attaque sur les personnes qui enseignent, hein, parce que c'est pas leur responsabilité, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut changer assez profondément notre système d'apprentissage pour basculer d'un système qui est encore trop basé sur la volonté des choses très mémorielles, à savoir je sais quelque chose de fonctionnel absolu, mais pour passer sur quelque chose qui est beaucoup plus dans la capacité d'improvisation, d'apprentissage d'émotion, d'imaginaire. Je pense que l'émotion est trop absente de l'enseignement aujourd'hui. Or, on sait bien que l'émotion est liée fondamentalement à notre volonté d'action. Sans émotion, vous n'agissez pas. Cette émotion, elle peut être une émotion très concrète, très basique, j'ai faim, j'ai pas faim, mais ça c'est plutôt une information structurelle du corps, mais vous avez ensuite l'émotion sur la raison que vous allez employer pour faire quelque chose. Et ça, c'est fondamental. Si vous n'avez pas un ressenti émotif, c'est difficile. Donc, il va falloir questionner. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est comment est-ce qu'on va amener la compréhension d'une forêt et de la protection d'une forêt, par exemple, dans le futur, pour faire comprendre à des gens qui n'ont jamais vu d'arbres, ou très peu d'arbres, parce qu'ils sont dans une cité en permanence et qu'ils n'ont pas la possibilité d'en sortir. Leur faire comprendre ce que c'est qu'une forêt et la protéger, c'est difficile. Et bien là, peut-être qu'avec ce virus, on va pouvoir faire quelque chose. Faire comprendre de manière émotive quelque chose qui était très difficile à faire comprendre avant, que quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'existe pas réellement, qui est microscopique, qui n'est pas tangible, peut nous mettre à genoux complètement. Donc on a ici, pour la première fois depuis très 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 longtemps, un exemple très concret pour l'ensemble de la population citoyenne aujourd'hui, que ce n'est pas parce qu'on n'est pas impacté directement par quelque chose de lointain qu'il n'a pas une influence majeure sur nous. Donc il va falloir travailler là-dessus, sans faire de misérabilisme, mais au contraire de savoir comment on va pouvoir s'en servir. Dans les actions qu'on peut commencer à mettre en place, puisqu'on a peut-être pour certaines et certains, alors ce n'est pas le cas pour tout le monde, loin s'en faut, parce que beaucoup de monde est très pris, soit par sa propre condition, soit par les personnes qui les entourent, ou parce que tout simplement ils sont trop fragiles pour pouvoir le faire. Mais pour ceux qui ont le temps, les quelques personnes qui ont le temps, il est justement l'occasion aussi de redéfinir un peu ce qu'on veut pour soi-même déjà dans le futur, pour les autres, et de redéfinir la notion de solidarité. Aujourd'hui, je pense que la solidarité est trop souvent considérée comme une coopération, on collabore ensemble. Pour moi, ce n'est pas ça la solidarité. La solidarité, c'est vraiment la capacité que nous avons de considérer l'action que nous menons à l'aune des autres et pas seulement de soi. Si j'achète quelque chose, quel est l'impact de cet achat sur les personnes qui l'ont produit, les personnes qui l'ont transporté, les personnes qui l'ont transformé, les personnes qui sont autour de moi, et globalement d'arriver à basculer un tout petit peu, c'est un effort, il faut le faire. Ce n'est pas toujours simple, on ne peut pas toujours le faire d'ailleurs, mais basculer un peu sur qu'est-ce que j'impacte quand je fais un acte. Et pas seulement sur un aspect très concret et technique, ça a coûté tant de CO2. Aujourd'hui, moi, j'entends beaucoup dire ce paquet de café, il a coûté tant de CO2, donc on va compenser le CO2. Je suis désolé, c'est une aberration, la compensation du CO2. C'est-à-dire qu'en gros, ça nous dit produisez du CO2, et on mettra 2 francs sur un compte pour dire qu'on a compensé le CO2. Ben non, on doit avoir une vision de l'impact beaucoup plus large que ça, sur l'impact du vivant, l'impact des humains et l'impact du système global à chaque fois qu'on fait une action. C'est difficile, ça demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qu'on peut commencer à mettre en place aujourd'hui. Une autre question, et tu as un peu répondu, qui est de dire qu'il y a eu des fléaux tous les siècles qui ont affecté la population mondiale. Pourquoi celui-ci est différent des autres? Mais tu as commencé à l'expliquer en disant on voit, en fait, c'est quelque chose qui était lointain et qui nous arrive, et qu'on n'avait pas vu, qui était impalpable en fait.
Non, pourquoi il est différent des autres? Il y a beaucoup de raisons qui font que c'est un événement différent des autres. Il y a trois éléments, je pense, qui peuvent répondre au fait qu'en tout cas pour l'Occident, j'insiste là-dessus parce il faut être très prudent sur malheureusement des épidémies. Certains pays en vivent régulièrement et de manière profonde, notamment un certain nombre de pays d'Afrique. Et finalement, ils ont une sorte de fonctionnement habituel qui est un peu plus défini par rapport à ça, une habitude en fait. C'est des pays comme le Japon qui ont des tremblements de terre, qui s'y préparent beaucoup. Donc on n'est pas tous préparés de la même manière. Ce qui fait la grande différence de ce virus sur d'autres pandémies, sur d'autres catastrophes qui ont eu lieu. D'abord, et alors c'est pas du tout pour, mais il touche de manière sans aucune différenciation tout le monde, quasiment. On dit qu'il y a des gens qui sont un peu moins sensibles que d'autres, mais non, il touche tout le monde. Il arrive à un moment donné dans notre histoire où ça fait des décennies qu'on n'a plus de problèmes majeurs. Et j'insiste là-dessus, quand on disait avant, oui, mais non, mais plus rien ne va et tout ça, on était très loin de ce que va provoquer ce virus. Il nous touche à un niveau qui est d'une profondeur extrême parce qu'il nous remet face à nos problèmes immédiats. Les derniers grands problèmes qu'on a eus qui peuvent être d'équivalence, ça peut être des guerres mondiales comme il y a eu les deux guerres mondiales de l'an dernier. On a eu la guerre d'Algérie, mais elle n'était pas vraiment chez nous, elle était un peu décalé. On a eu un certain nombre d'événements, des crises économiques comme en 2008, mais en réalité, ça n'a pas été très palpable. La fameuse grippe espagnole, dont on parle beaucoup pour comparer avec cette situation, elle est arrivée pendant la guerre 39-45. Donc, elle a tué beaucoup, mais finalement, c'était un événement parmi toute la guerre. Là, on est tout d'un coup, depuis des décennies, dans une volonté de nous surprotéger, de refuser le risque, de refuser finalement même la mort, dans un certain sens. On essaie de repousser au maximum la mort. Et là, tout d'un coup, on a quelque chose qui arrive et qui remet tout ça à plat et en question. Donc c'est très impactant, ça va très vite et ça remet tout simplement en cause le principe social, le deal social dans lequel on pensait être bien et protégé pour encore très longtemps. Et en ce sens, c'est très différent et on voit d'ailleurs la réaction mondiale face à ce virus, elle est exceptionnelle. Je vous donne un chiffre qui n'est pas inintéressant et vous le prendrez comme vous voulez, mais et attention, je vais tout de suite mettre une parenthèse de bémol pour dire ça ne veut pas dire que qu'il ne faut pas être touché et qu'il ne faut pas protéger au maximum par le confinement, entre autres, les personnes fragiles et qui pourraient être touchées par le virus. Mais on est moins morts en France au mois de mars en 2020 qu'au mois de mars en 2018 ou en 2019. Chiffre INSEE à l'appui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une quantité de décès supplémentaire à la moyenne habituelle. Ça s'explique par plein de raisons. Hein. Entre autres parce que comme on sort moins, on a moins d'accidents, on se protège mieux, on est moins soumis à des conditions, donc on se soigne mieux des autres maladies. Donc c'est plein de raisons. C'est pas parce que le virus ne tue pas, hein, mais parce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'à côté de ça, on est mieux protégé. Donc finalement, ce n'est pas le problème de la quantité de morts qui inquiète. Ni même de l'impact des morts. C'est vraiment l'impact que ce que moi, je peux aussi être touché, et ça va très vite. Il y a un dernier phénomène, et c'est le troisième, c'est tout simplement qu'on est capable aujourd'hui de communiquer sur tout et à toute vitesse, et que les gens, on a désappris à l'humain, partout dans le monde, à vérifier et à contrôler sa manière de recevoir l'information. Et j'ai envie de vous poser la question d'ailleurs, combien de fois vous avez, alors que vous avez lu une information sur Facebook par un ami proche, avez-vous été vérifier l'information qu'il vous a donnée ailleurs que par cet ami? Parce que quand ça vient d'un ami ou d'une personne à qui on a confiance, on ne vérifie plus l'information. Le problème de ça, c'est que nous, toutes et tous, nous diffusons des fausses informations. Même quand on essaye d'être super précis, de faire super gaffe, parce qu'il y en a tellement des informations qu'on a vite fait d'en diffuser une fausse. Donc là, on a vraiment aussi un dernier problème, c'est que nous ne sommes plus tout à fait à même de vérifier complètement nos sources informatives et conséquemment, si on ajoute tout ça et qu'on les empile, on arrive à cette sorte de petite panique qui s'est créée au début de l'arrivée de ce confinement et de ce virus, parce que tout simplement, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il est très difficile de faire la part des choses. On entend tout et son contraire. Et aujourd'hui, il va falloir prendre ce temps de revenir un peu à une considération de compréhension de l'information qu'on nous donne, d'où elle vient, de confiance en l'information, très difficile parce que on voit bien avec les théories du complot qu'il est difficile d'avoir confiance. On a quand même 25% de Français et Françaises qui pensent que le virus a été créé de toutes pièces, dont beaucoup d'entre eux parce qu'il a été créé en France pour l'importer en Chine et le faire revenir ici. 25% de la population, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on doit redonner une confiance aux organes de diffusion d'informations, et ça va être un vrai travail aussi à faire, qui n'est pas simple.
quand même qu'on a deux sources d'information aujourd'hui qui sont référentes et je pense qu'on peut leur faire confiance jusqu'à un certain point. C'est le Johns Hopkins Institute qui donne chaque jour l'état des lieux du virus dans le monde, qui montre qu'aujourd'hui 1 100 000 personnes sont touchées dans le monde, qu'il y a eu 52 000 morts. Voilà, ça c'est des chiffres qu'on peut commencer à réfléchir. Il y a le centre de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le WHO, qui donne chaque jour l'état des lieux par les reports de la situation aujourd'hui dans le monde. Et déjà, il faut baser sa connaissance sur ces informations avant d'aller chercher forcément à savoir qui a raison ou tort un peu partout. Tout ça explique qu'on est dans un phénomène extrêmement rare, conjoncturel, et que ça va obliger le monde entier aujourd'hui, citoyen par citoyen, pays par pays, système par système, entreprise par entreprise, à redéfinir son deal social et sa volonté du futur. C'est une bonne. Il y a quelques questions qui vont dans ce sens-là. Il y en a une, par exemple, de Jean-Claude. Quel poids donnes-tu à l'individu, visionnaire ou leader, versus le collectif dans les grands changements qui nous attendent? Et quelque part, le rôle que peuvent avoir les entreprises ou les organisations dans ce séjour d'après. Je suis intimement persuadé que chaque individu compte dans une crise. Et chaque voix peut avoir de l'importance à un moment donné précis. Je ne crois pas au messie absolu qui viendra résoudre le problème pour tout le monde. Je pense que dans une situation de crise, il faut savoir à quel moment, quelle est la bonne personne qui va parler. Quelques scientifiques qui ont un recul pour donner une parole et les laisser décider quelque part, pour reprendre peut-être la main politiquement derrière, être force de position en tant qu'individu au travers des moyens que nous avons, effectivement les réseaux, la votation et autres, en proposant des actions, en motivant déjà les gens autour de nous. Et oui, je suis, alors là, pareil, on n'a pas d'exemple contraire. Une situation de crise demande des leaders, pas forcément un leader, mais des leaders, des personnes qui sont là, qui dépassent le cadre de la situation précise pour la voir de manière plus large et surtout donner une destination, une vision, mais en considérant la protection de l'ensemble et d'emmener l'ensemble. Les leaders, ce n'est pas des gens qui dirigent et qui obligent, ce sont des gens qui proposent et qui font en sorte qu'on ait envie de les suivre. On pourrait parler très longtemps du leadership, ce serait une autre conférence, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup en France et dans nos pays occidentaux de personnes qui vont devoir passer de manager à leader. C'est un vrai travail et au lieu de le faire en plusieurs années, ils vont devoir le faire en quelques semaines, voire quelques jours. C'est difficile. Ça demande beaucoup, beaucoup de prise en compte de ce que veut dire le mot leader et qui n'est ni un dictateur ni un manager. Et aujourd'hui, oui, bien sûr, dans les crises, on a besoin de ça. Donc, on a besoin de s'accrocher à des gens qui en croient, à qui on a confiance. Ça explique d'ailleurs le problème de l'information, puisqu'on va facilement écouter quelqu'un avec qui on a confiance sans vérifier ce qu'il nous dit. Mais donc, effectivement, on a besoin de croire en quelqu'un, en plusieurs personnes, et puis de savoir que cette personne sera bonne à un moment donné, et puis peut-être que demain, ce serait une autre personne. C'est pas grave. C'est pas l'individu ou la personne en tant que telle qui va compter, c'est la capacité qu'on aura de se mettre en œuvre. Donc oui, on a la capacité à tous les échelons d'être responsable dans la situation qui arrive aujourd'hui, solidaire, et ça va passer, entre autres, par une volonté un peu différente d'imaginer le futur. Typiquement, il va y avoir des vraies questions qui vont se poser auprès des citoyens français et françaises aujourd'hui, qui va être, qu'est-ce qu'on va faire cet été ? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher? Est-ce qu'on est prêt à travailler un peu plus pendant temps ou pas? Je n'ai pas de réponse. Chacun devra faire son deal jusqu'où je suis prêt demain à travailler différemment pour proposer autre chose. Ça sera la responsabilité de chacune et de chacun. Alors moi, j'avais une question un peu ludique. Je ne veux pas faire un pas de côté, mais celle-ci, je sais que dans la dernière conversation qu'on avait eue ensemble, ça m'avait marqué. L'exemple avait marqué beaucoup de gens. C'était dans les éléments de groupe, en fait, toi, tu as vécu une situation avec un animal, il y a plutôt longtemps, où vous étiez un groupe dans une situation qui était une situation particulièrement dangereuse, et en fait, les réactions de chacun ont été disparates, et en fait, la position de leader, tu l'as reprise, en toute humilité. Je ne veux pas teaser tout le truc, mais c'est l'histoire de l'ours. Et en fait, tu l'as reprise et tu l'as adaptée de manière différente. Et ça a vraiment, moi, ça m'a expliqué ce que c'est que vraiment être leader dans ces positions-là. Est-ce que tu pourrais l'expliquer, tu pourrais la raconter, cette histoire?
Alors, je vais essayer de faire ça vite parce que il y a eu deux situations, deux moments différents de ma vie où j'ai été confronté à des ours polaires à des distances très proches, au Spitzberg entre autres, et dans une situation effectivement où il se trouve qu'on avait fait une découverte scientifique qui nous avait bien plu, on était assez contents, donc on était un peu euphorique, on était un peu distrait en revenant jusqu'au camp de base, et malheureusement, un ours polaire qui était couché dans une petite dépression, on ne l'a pas vu, parce qu'on était encore une fois pas tout à fait attentif, donc on a fait une erreur, comme souvent, hein, les crises commencent souvent par des erreurs, et on s'est retrouvé tout d'un coup avec un ours polaire qui s'est levé devant nous, à quelques mètres de nous, prenante. Donc, oui, c'est pas très agréable parce que les ours polaires, qui sont des beaux animaux et qu'on doit protéger au mieux, c'est aussi quand même, en tout cas à 10 mètres, des animaux réellement dangereux, qui sont parmi les seuls qui peuvent attaquer l'homme sans raison, parce que de toute façon, ils sont plus forts que nous. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette situation, effectivement. Il y a des réactions diverses et variées, il y a la stupeur et tout ça, mais il se trouve qu'en l'occurrence, et encore une fois, j'allais dire, ne reproduisez pas chez vous ça chez vous à la maison, et même pour les personnes qui malheureusement un jour se retrouvent dans une ours polaire, ça ne marcherait pas forcément que dans cet état. J'ai trois personnes devant moi, moi j'étais derrière, il y avait trois personnes, trois, quatre personnes encore derrière moi, et donc il y avait quelque part des gens entre l'ours et moi, et j'aurais pu me dire, chouette, allez-y les gars, et nous on s'en va, je rigole, et donc la situation était un peu compliquée, d'autant plus, alors moi j'ai mais ça c'est un personnel. Vous savez qu'au Spitzberg, vous ne savez pas, mais nous avons l'obligation d'être armés pour pouvoir aller au Spitzberg, pour justement éventuellement se défendre. Mais je précise juste pour les personnes qui ne connaissent pas la loi là-bas, c'est que si vous abattez un ours avec un fusil, ce sera considéré comme un crime humain et jugé de la même manière et enquêté de la même manière. Donc vous n'avez pas le droit juste parce que vous avez envie de tirer sur un ours, officiellement. Néanmoins, pour moi, c'est juste impensable intellectuellement de prendre un fusil et de tirer sur un ours alors que je suis venu dans ce territoire. Mais là, on a une condition un peu particulière parce qu'on est 8. Donc, qui est-ce que je dois protéger? Sauf qu'en l'occurrence, de toute façon, la question ne se pose même pas parce qu'entre une fois, entre l'ours et moi, il y a du monde. Donc, prendre un fusil et tout ça. Donc, je me dis, il faut que cet ours sente qu'on est plus gros et plus fort que lui. Parce qu'il vient de se réveiller, il est un petit peu dizzy, il est un petit peu dans les vapes, donc il n'est pas encore très précis, il a pas forcément très faim, parce qu'a priori il a un ventre bien plein, donc il n'est pas en recherche, a priori. Néanmoins, il faut qu'il sente qu'on est... Mais ça ne suffira pas, et j'ai cette conviction à ce moment-là que ça ne suffira pas de faire comme on fait dans certains cas, on se rassemble, on lève des bras, on fait du bruit, on a des sifflets. Utiliser un flare gun avec les fusées, ça ne sert à rien, parce qu'on est beaucoup trop près de lui, donc de toute façon on ne pourra pas tirer. Donc voilà, et je sens que ça ne suffira pas juste de montrer qu'on est fort, il faut qu'on lui montre qu'on est suffisamment fort pour aller sur lui, pour avancer vers lui. Donc, pour dire, moi, je suis plus fort que toi, j'avance sur toi et il n'y a pas de problème. Et là, vous devez dire à des gens, allez-y les gars, ça va être sympa, on va se rassembler et on va marcher vers l'ours. Et c'est pas possible. Vous savez bien que personne ne le fera dans ces conditions-là. Et effectivement, la seule solution d'envisager de le faire, c'est avant de dire on va faire ça, avant de leur proposer de se rassembler et de lever les bras et d'avancer vers l'ours, il faut que moi je passe devant entre eux et l'ours. C'est la seule solution. Tant que je n'ai pas montré le geste d'être moi-même en fragilité par rapport à la situation et de montrer que je suis prêt à me donner quelque part moi-même pour cette situation et pour les protéger, je ne pourrai pas les faire agir. Donc effectivement, j'ai avancé entre l'ours et moi. En leur expliquant ce qu'on allait faire, ils se sont rassemblés derrière moi, on a levé les bras, on a fait du bruit, on a avancé vers l'ours, et il se trouve que ça a fonctionné, l'ours est parti. Je précise vraiment, voilà, donc c'est juste pour dire, si on veut pouvoir guider des gens et emmener des gens avec nous, ça ne suffira jamais de le dire, ça ne suffira jamais de parler, il faut agir, il faut être un rôle modèle, et c'est un mot qui est très éculé en France, on n'aime pas ce mot, rôle modèle, mais néanmoins c'est quand même vrai, c'est la démonstration qui fait l'action et pas le mot qui fait l'action. Et je pense que c'est très important. En l'occurrence, je tiens à le préciser, ça a marché dans cette situation-là et dans plein d'autres situations, il n'aurait surtout pas fallu faire ça. Donc, chaque situation est bien spécifique, mais quand on sent quelque chose dans une situation, bah, il faut agir en concordance. Et encore une fois, c'est l'acte qui fait et non pas le mot. Alors, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais. Si, mais pour moi, c'est la meilleure illustration de ce que veut dire effectivement être leader, enfin, ou en tout cas jouer le rôle de leader. Et puis, je pense que
les jours d'après, il y a des questions qui sont là-dedans, les initiatives qu'on peut faire. C'est une belle illustration aussi, c'est de pouvoir ne pas dire il faudrait que, mais pouvoir enclencher le premier pas. Il y a Lucas qui a nommé tout à l'heure une initiative intéressante qui s'appelle La Base. Voilà, c'est des actions, des mouvements qui font que les premiers pas et ensuite on suit ça et on peut vraiment faire en sorte que les choses changent. Il nous reste 10 minutes. Il y a, dans les études que tu avais réalisées, il y a un mot-clé qui revient beaucoup et qui, je pense, va être fondamentalement stratégique et nécessaire dans les jours qui vont suivre, c'est le terme de diversité. Est-ce que tu peux expliquer en quoi cette notion de diversité, d'abord, elle est nécessaire pour le cerveau et pour les situations que tu as pu voir, en quoi c'est une composante absolue, et pourquoi est-ce qu'il y a un danger demain de jouer encore cette diversité, et puis pourquoi est-ce que c'est nécessaire de ne pas l'oublier? Alors, ouais, très rapidement, en 2 mots, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le cerveau ne peut fonctionner bien que quand il a une diversité interne pour pouvoir reconstruire des savoirs dans des cas où on n'a pas de savoir extérieur qui peuvent venir. Donc, plus on a de diversité dans le cerveau, de compétences différentes, et encore une fois, on ne sait pas laquelle ou lesquelles seront les plus utiles à quel moment. Est-ce qu'avoir joué du piano peut être utile face à une situation de crise? Ben oui, parfois. Est-ce qu'avoir vu une peinture? Est-ce qu'avoir savoir une langue? Est-ce qu'avoir appris les mathématiques? Est-ce qu'avoir appris le latin? Bon, voilà. Qu'est-ce qui va être le plus utile? Personne ne peut le dire, mais plus il y en a, plus c'est divers, mieux ça va être adaptable aux situations nouvelles. C'est vrai pour le cerveau. Et puis, si on réfléchit de manière un peu plus générale, imaginons un superbe groupe de jeunes hommes blancs aux yeux bleus, pour ne pas prendre d'exemple référent dans l'histoire, mais bien tous pareils, qui ont tous eu la même éducation, le même savoir et la même compétence. Vous les mettez sur un terrain de football et vous leur demandez de jouer au football maintenant. Sauf que le problème, c'est que ces gens-là, ces blancs, blancs avec des yeux bleus, ils ne savent jouer absolument qu'au golf. Et c'est tout ce qu'ils ont appris dans leur vie. Et tous, entre eux, là, l'ensemble des gens sur cet terrain de foot ne savent jouer que au golf. Eh ben, vous pourrez demander tout ce que vous voulez de jouer au foot, ils ne sauront pas le faire. C'est ça la diversité. Si maintenant vous prenez un autre groupe avec des gens qui savent jouer au golf, des gens qui savent jouer au foot, des gens qui savent jouer au basket, vous les mettez là sur ce terrain de foot, vous leur dites il faut jouer au foot maintenant, il y en aura au moins un qui pourra expliquer aux autres comment est-ce qu'on peut jouer au foot. Donc cette notion de diversité dans un groupe, elle est fondamentale. Plus on a de diversité, de visions différentes, de compétences différentes, de manières de voir les choses différentes, plus on a des chances que face à une situation, il y ait au moins quelques personnes qui sont capables de trouver une idée nouvelle, différente, référente, qui va pouvoir emmener un groupe. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit redéfinir à fond la notion de diversité. Je sais malheureusement que cette crise, c'est évident déjà, et j'en suis extrêmement peiné parce que c'est un sujet qui me touche énormément, va encore plus rendre la tâche des migrants difficile aujourd'hui. Puisque maintenant le virus en plus arrive en Afrique, donc on va encore avoir plus envie d'empêcher des personnes venant d'Afrique, par exemple, ou de Syrie ou d'autres, d'arriver chez nous, parce que non seulement déjà on avait peur avant, mais on aura encore plus peur maintenant. Donc ça va encore plus réduire cette capacité de mixité territoriale, cette capacité de mixité. On voit les pays qui se sont mis sous cloche, réenfermés sur eux-mêmes. On voit les États-Unis qui s'enferment de plus en plus, et d'autres pays, même en Europe. On a des pays qui ont pris des décisions gravissimes sur la liberté aujourd'hui, absolument liberticides. Et c'est embêtant parce que au contraire, au sortir de cette crise, on va avoir besoin du plus de diversité possible, du plus de vision possible et du plus de capacité possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire, même si ça aurait dû être fait tout le temps, et je réinsiste là-dessus, et c'est pas parce que je veux être... Mais on doit complètement mettre de côté les éventuels reliquats en Europe et malheureusement dans le monde, il y a beaucoup plus que ça, de voir différemment les femmes et les hommes. On a besoin fondamentalement de l'ensemble des personnes avec la même compétence, qui la mettent au service d'eux, avec la même écoute des uns et des autres. Qui aura la bonne idée? On ne doit absolument pas se poser la question de savoir de quel genre est cette personne, même de quelle religion est cette personne, de quelle volonté, de quel pays. Si une personne a une bonne idée, il faut travailler avec. C'est tout. Et donc, il faut donner les capacités à tout le monde de le faire. Et c'est là que l'éducation va avoir un énorme rôle dans le futur. Mais encore une fois, ça veut dire que nous, on doit se battre réellement pour ne pas s'enfermer sur nous-mêmes. Et c'est une bagarre de tous les jours parce qu'on va avoir une tendance à le faire, même involontairement, même inconsciemment, même en étant sûr qu'on a envie de le faire différemment, parce qu'on aura tous une petite crainte pendant un certain temps de est-ce que toi, tu es une personne sûre ou pas
déjà par rapport au virus, et puis comment on installe ça pour le virus, on risque d'installer ça pour beaucoup plus. Donc, il faut être très, très prudent là-dessus, dans le futur, et on doit tous être vigilants là-dessus. Je suis d'accord et j'en profite pour reboucler sur la raison pour laquelle on a fait effectivement ce talk, c'est que l'enjeu de diversité, c'est vraiment l'enjeu de mots, et c'est même un rappel de ce qui s'est passé sur le D-Day, donc recréer en fait cette diversité et recréer des mouvements qui sont forts, sur lesquels on va pouvoir travailler sur des projets forts. Toi, juste sur adaptation, tu es en Normandie, adaptation aujourd'hui, tu as pas mal de partenaires normands. Ah, non, non, j'explique tout de suite, on a un partenaire à Caen, mais sinon, la plupart Ouais, des à Caen, partenaires sont en à Suisse, Caen, Paris et dans le voilà. à Caen. Effectivement, c'est à Caen, à Caen. Autant pour moi. C'est à Caen. Et donc, je voulais reboucler sur l'étude que tu es en train de faire aujourd'hui et peut-être les réexpliquer et peut-être demander aux gens de pouvoir la partager. C'est une étude sur les comportements lors du Covid. Absolument. Alors, bah, un peu comme je le disais, comme on est dans cette situation très particulière aujourd'hui, hein, d'avoir un contexte où malheureusement on a la crise, mais pour nous, presque heureusement, on peut l'étudier pendant. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre en place avec différents laboratoires, instituts et universités une étude tout de suite, sans attendre la fin. Donc, on a fait en 5 jours ce qu'on fait normalement en 6-7 mois dans les sciences sociales, à savoir de monter une étude complexe qui va durer plusieurs mois et certainement années, où on peut questionner cette évolution, cette adaptation, cette manière différente que chacune et chacun aura de s'emparer, de s'adresser à cette crise et d'en faire quelque chose ou pas, et de voir comment elle s'évolue. Donc, on a monté cette étude qui s'appelle CovAdapt. Alors, ce n'est pas tout à fait avec les mêmes partenaires que j'ai dans d'autres cas de figure avec Adaptation Institute, où on travaille vraiment sur la cognition, donc le haut cerveau, qui est avec le laboratoire de neurosciences cognitives de l'École normale supérieure ou des gens comme ça. Là, on est avec le CERMES 3, le centre santé, on est avec des universités, on est avec Adaptation Institute, on a un groupe de psychologues, de psychiatres, de spécialistes de la logistique et du fonctionnement et des crises. Et on a monté un concept d'étude CovAdapt, donc vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de Human Adaptation Institute, par exemple. Donc le site, c'est adaptation-institute.com, on vous le mettra. Et ça nous permet tout simplement de mieux comprendre et de mieux suivre cette crise de manière hebdomadaire, pour d'abord alerter si on voit qu'il y a des chutes cognitives trop profondes, hein, s'il y a tout d'un coup trop d'alertes, de dépression, de problèmes, mais d'imaginer le futur, de voir comment on va pouvoir utiliser au mieux les informations recueillies aujourd'hui pour, comme je le disais tout à l'heure, former différemment les gens à la crise et les rendre plus à même non seulement de prévenir les crises futures, mais de les éviter au maximum par des procédures d'évitement, parce qu'on aura changé nos paradigmes humains. Donc cette étude, elle a vraiment ces buts-là. Elle complète beaucoup d'autres études qu'on a déjà menées à différents niveaux chez Adaptation Institute. Donc je pense que ça va nous renforcer en tout cas dans la capacité qu'on aura de comprendre des événements, ceux-là, mais plus globalement, de crise en général. Tania nous demande est-ce qu'on aura les résultats de cette étude en y participant. Oui, alors déjà, nous, chez Adaptation Institute, on a un principe simple, c'est qu'on est open source, donc tous les résultats sont donnés, ouverts et présentés, mais qu'en plus là, et le gouvernement a pour ça, et d'ailleurs c'est une demande de l'OMS, et je pense que c'est une demande très intelligente et très, 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 très importante, à demander d'ouvrir l'ensemble des études menées au sujet du Covid-19, du coronavirus, à l'ensemble de la population et de la société. Aujourd'hui, en France et en Europe, il y a plusieurs dizaines d'études qui se sont montées, diverses et variées, en sciences sociales, en sciences du comportement. Et quelque part, ça montre bien qu'on est capable de le faire, qu'il y a une vraie diversité scientifique qui s'est créée autour de ça. Il faudra qu'on travaille tous et toutes ensemble au maximum, les responsables de ces études, pour que chacune ait sa spécificité, mais serve toutes les autres, et qu'on puisse avoir la plus grande vision possible. Et finalement, personne n'a la bonne réponse dans une situation comme ça. Donc, quelque part, encore une fois, j'insiste là-dessus, chaque citoyenne et chaque citoyen a son mot à dire, une influence à avoir. Et nous, on a pas mal de retours quand les gens participent à notre étude, comme Adapt, qui nous disent bah, tiens, ça m'a obligé à réfléchir. Alors, vous allez me dire, le but d'une étude, c'est de comprendre et pas de faire réfléchir, mais il se trouve que la situation est tellement complexe qu'on doit aussi redéfinir un peu ce qu'est la science aujourd'hui, la science en marche, la manière de s'adresser au public, la manière d'essayer de le comprendre. On ne peut plus attendre 6 mois pour monter une étude, on doit le faire là dans l'instant. Donc, il y a sûrement des erreurs, il y a sûrement des biais, mais ça permet d'inclure beaucoup plus les humains, les habitants, les citoyennes et les citoyens dans un programme de recherche
pour que finalement ce soit bien l'ensemble de la société qui se pose la question de ce qu'on va en faire, et pas seulement quelques personnes, scientifiques ou pas, dans un coin qui sortent quelque chose qui n'est utile à personne. Donc oui, longue réponse pour répondre à ça, mais bien sûr, ce sera accessible à tout le monde. Ok, merci Christian. Alors juste pour finir, avant de vous remercier collectivement, donc Valia va réouvrir tout à l'heure, pas tout de suite Valia, mais dans quelques secondes, les micros de chacun, on va tenter un applaudissement général. Juste avant, Valia va vous remettre dans conversation le lien vers la prochain Mo Talk avec Gilles Boeuf. Et pour teaser un petit peu, je vais vous lire le contenu. Alors oui, je vais te redonner la parole, Christian. Je vais lire le contenu. Saviez-vous que lorsqu'un arbre est trop brouté par un animal, il devient non seulement immangeable durant quelques heures, mais prévient ses congénères sur 2 kilomètres qui suivent le même comportement? Savez-vous que les chimpanzés dans la forêt africaine protègent et aident un animal blessé ou amputé en lui donnant un accès privilégié à l'alimentation, et que le pire des prédateurs chez les poissons viennent faire la queue devant quelques petits poissons spécialistes du nettoyage ou une superbe organisation d'entraide? Pour ce second épisode, Mo'o, Make Sense, Madines et Hello Tomorrow vous invitent le biologiste Gilles Boeuf jeudi 9 avril à 18h pour un second live extraordinaire. Donc, j'espère que vous serez avec nous à ce prochain live. Un mot pour finir, Christian, je t'en donne la parole. Voilà. 2 mots. Le premier, c'est soyez là pour Gilles Boeuf, parce que je pense sincèrement que c'est un des plus grands scientifiques français aujourd'hui, de ceux qui a la plus grand prisme de périmètre de compréhension de notre système et du besoin d'aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup à dire et qui n'est pas assez écouté, clairement. Donc, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et j'ai été ravi d'être là personnellement aujourd'hui, de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Et encore une fois, continuez de suivre. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et je ne sais pas quoi d'autre. Continuez de suivre toutes les personnes. Il y en a plein aujourd'hui qui se mobilisent pour proposer des webinaires, des actions, des collaborations. Donc, vraiment, c'est fabuleux aussi. À côté de tous les drames, c'est fabuleux de voir tout ce qui se passe. Donc, soyez acteurs de ça. Je suis sûr que vous l'êtes déjà. Et merci d'avoir été là. Et on ouvre les micros et bravo. Oh hey. Bravo. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. C'est